c'est la parcelle qui a été mise en pâturage mobile avec les brebis. Et du coup, cette parcelle, historiquement, donc, elle a arrêté de travailler en 2008, je pense, aux alentours de 2008, 2007, 2008. Est-ce que tu peux parler plus fort? Ouais. Elle a été arrêtée de travailler vers 2007-2008, cette parcelle, donc par un apport massif de matière organique, de compost, pas de compost, de broyade de déchets verts que j'ai pris à la déchetterie. Et du coup, j'ai amené entre 2 et 3 cm sur le sol. Et je l'ai enfoui dans les 3-4 cm avec un vibroculteur. Tu vois, un outil à dents, je l'ai enfoui. Donc sur une terre à nu, ça a été posé. Et du coup, derrière, j'ai basculé sur une culture sur bâche d'ensilage. À l'époque, je bossais avec des bâches d'ensilage. Et voilà quoi. Et depuis, j'ai pas réutilisé d'outils pour travailler le sol en fait. Tout est passé. Donc là, comme ici, c'est un sol limoneux argileux, décarbonaté, donc qui est pas un jeune homme quoi. C'est un sol qui est plutôt vieux. C'est ce qu'on appelle un lubisol, un boulben. Cette intervention a suffi pour maintenir suffisamment de fertilité sans le travail du sol, parce qu'il y a par la texture une porosité dans laquelle les racines peuvent s'introduire. Si j'avais fait ça sur un sol argileux, en fait, j'aurais eu mes 3-4 cm de terre qui aurait été aggradée par l'intrant de matière organique, mais la zone serait compactée et j'aurais eu des fentes de retrait en été très fortes, avec une impossibilité aux racines de s'enraciner. Il ne serait pas suffi en fait, comme travail du sol, le coup de vibroculteur. Il aurait fallu défoncer beaucoup plus le sol, ouvrir le sol en profondeur pour faire entrer de l'air et introduire des racines. La conduite après ça, ça a été donc des engrais verts, plus ou moins bien réussis, des engrais verts d'hiver qui ont été mis en place. Avant, il y avait eu du fumier animal qui avait été mis sur cette parcelle-là au début quand je suis arrivé, et de bovins. Et du coup, donc avec des cultures, alternance entre des plantes de vente et des couverts végétaux plus ou moins réussis d'engrais verts. Et après du paillage avec du foin de prairie. D'accord. Quand c'était pas paillé avec une bâche d'ensilage, pour essayer de gérer un peu l'herbe. Il y a eu aussi en 2011 un apport de 2-3 cm de compost de déchets verts, le compost noir. Donc ça c'était après avoir lu ce que Soltner présentait sur le semis de carottes. C'est ce que j'ai fait pour faire un semis de carottes ici. Tu vois, il y a entre autres pas qu'ici, mais enfin sur cette parcelle c'est ce qu'il y a eu. Et du coup ça par contre je pense que ce compost de déchets verts il est trop brûlé, il est trop carboné. Donc il a un effet fertilisant par la quantité que l'on met, mais il a un effet encombrant par le fait que le carbone qui est à l'intérieur de lui est trop brûlé, trop fixé, ce qui fait que les sols ont du mal à le digérer. Les sols ont du mal et ça peut être une source de fin en azote. Donc on pourrait avoir le premier effet, c'est que la quantité importante de ce compost de déchets verts va libérer des minéraux. Et le deuxième effet, c'est qu'il va rester vachement de reliquats qui risquent après de consommer des minéraux pour se dégrader. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai basculé sur des engrais verts que de légumineuses et que j'ai viré les graminées pour essayer de réimpulser de l'azote dans le système, et que j'ai paillé à la luzerne aussi pour essayer d'aller à l'encontre de ces apports massifs de carbone qui m'ont verrouillé un peu les sols à un moment donné. Au début il y avait un effet de fertilité, puis après j'ai vu que ça baissait. Et donc j'ai essayé de rejouer sur le pôle de l'azote avec des engrais verts de légumineuses, donc féverolles, vesses et pois fourragers, et du paillage avec de la luzerne, du foin de luzerne. Et donc là maintenant, quand j'ai installé cette prairie donc en 2018, l'année dernière, au mois d'avril 2018, c'est après avoir posé une bâche d'ensilage sur le sol pour tuer toutes les herbes qu'il y avait. J'ai sorti la bâche, j'ai semé à la volée un mélange de brome, d'actine, fétuque élevé, fléole.
Donc un mélange que j'ai acheté à la coopérative, un mélange pour brebis. Je l'ai semé à la volée et j'ai essayé d'enterrer comme j'ai pu dans le sol. Et quand j'ai levé la bâche, en fait, ce qui restait, c'était des chardons, du rumex en quantité importante. Donc la parcelle, il y avait beaucoup de chardons, c'est-à-dire qu'au mois de juin, non, j'ai semé au mois de mars, mi-mai, fin mai, j'étais obligé de tout faucher parce qu'en fait j'avais plein de zones avec des chardons énormes qui étaient montés à fleurs très haut ici. Donc là on peut mesurer la différence un an après, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chardon. Si tu zoomes sur le sol, tu verras, on voit plus de chardon, quoi. Il reste encore une indésirable, c'est l'ortie qui est là. Elle est nickel cette prairie. Et du coup tu vois que tu as eu un effet aggradant de la prairie pâturée. Et c'est parce qu'elle a été pâturée qu'elle s'est aggradée. Et que j'ai fauché au début tous les refus. Donc quand je l'ai mis en place, j'ai fauché avant de faire rentrer les bêtes, j'ai fauché le chardon pour essayer de faire pousser les plantes que j'avais semées. Et ensuite, après le passage des bêtes, en fait, tous les refus, je les fauchais systématiquement, quoi. Donc à la faux, je fauchais pour favoriser la venue des plantes aggradantes, quoi. Donc après, il se crée une dynamique entre l'animal, le sol, la plante et l'homme, donc en l'occurrence moi, le jardinier. C'est qu'on va à l'animal et le jardinier vont commencer à sélectionner les plantes qui correspondent à leurs attentes. Donc des plantes qui vont aggrader le sol pour aller vers plus de fertilité, tourner vers la production de prairies. Tu dis que l'animal sélectionne... L'animal, il mange que ce qu'il aime, en fait. Il ne mange pas les plantes qu'il n'aime pas, en fait. Il va manger que celles qu'il aime. Donc si tu es en mode surpâturage, ce qui va se passer, c'est qu'il va manger que les plantes qu'il aime jusqu'à les tuer, puisqu'il va les surpâturer. Et on va avoir les plantes qu'il n'aime pas qui vont prendre le dessus, parce qu'elles ne les mangent pas, elles vont grainer, et elles vont encombrer le sol partout, elles vont étouffer les plantes qu'il aime. Et c'est là qu'intervient la gestion de la pâture sous forme mobile, donc ce qui a été défini par André Voisin dans les années 50. Et du coup, ce que le jardinier, l'éleveur, en tout cas en l'occurrence moi, j'ai fait sur cette parcelle-là, c'est que j'ai pas laissé les animaux suffisamment longtemps pour qu'ils surbroutent les plantes qu'ils désirent. Et quand je les ai déplacés, en fait, j'ai coupé consciencieusement toutes les plantes qui refusaient. D'accord. Et donc j'ai fait l'inverse, en fait. J'ai favorisé avec l'animal la pousse des plantes qu'il aime au détriment de celles qu'il n'aime pas. D'accord. De celles qu'il n'aime pas. Et du coup, c'est pour ça que du pâturage tournant, comme ça, la gestion, c'est qu'il ne faut pas laisser les bêtes plus de 3 jours à l'endroit où on a posé où on a fait paître les bêtes, parce que au-delà de 3 jours, la plante commence à repousser. Et du coup, quand la plante repousse, elle prend les réserves racinaires, et en prenant les réserves racinaires, elle s'épuise. Mais elle n'a pas encore amorcé la pompe photosynthétique, de photosynthèse, pour réalimenter les racines, produire de la racine. Et du coup, si la bête mange la jeune pousse qui a été prélevée sur les réserves racinaires, en fait, elle va épuiser les réserves racinaires au détriment du stockage. Et ce qui fait que si on insiste trop, au bout d'un moment, la plante, elle meurt. Elle meurt. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser 3 jours. C'est une des raisons pour laquelle il ne faut pas dépasser 3 jours. L'autre raison, c'est une raison sanitaire, c'est éviter les contaminations en vers. Si une bête a des vers dans l'intestin, au-delà de 3 jours, les œufs peuvent être féconds et du coup peuvent infecter ses copines. Donc il y a un effet sanitaire, tu vois. Et du coup, il ne faut pas descendre trop bas dans la plante, parce que si on descend trop bas à la plante, donc il faut être vigilant sur ça, il ne faut pas se contenter de laisser 3 jours les bêtes. Il faut observer la plante, 3 jours c'est le délai maximum, et il ne faut pas descendre au niveau de la gaine. Tu vois, quand tu prends les graminées, quand elles poussent une graminée en fait,
elle a ce qu'on appelle une gaine. Là. Les feuilles sont gainées les unes sur les autres. Là, en arrachant, je les dissocie. Mais normalement, elle devrait être comme ça, tu vois, la plante. Tu vois, elle devrait être gainée jusque là. Elles sont toutes tenues là, comme ça, et après, elles s'ouvrent et elles forment leur foliole, qui lui va se gorger de soleil pour fabriquer des sucres et produire à la fois la croissance racinaire et la croissance foliaire. Nous, ce qu'on veut, c'est produire la croissance racinaire, la croissance foliaire, et du coup, il faut qu'on optimise la production de ces capteurs solaires, tu vois, qui sont les feuilles. Donc si la bête, l'idéal c'est que la bête, elle puisse avoir le maximum d'une pousse qui soit digestible, donc qui ne soit pas trop carbonée, qui contienne suffisamment de sucre et de protéines pour pouvoir avoir une bonne assimilation et favoriser une bonne santé et une bonne croissance de la bête. Et du coup, cette partie verte là, cette partie verte. Donc on va faire en sorte, que la bête s'arrête à peu près à 2-3 cm au-dessus de la gaine, tu vois, à peu près. Comme ça, il reste encore un peu de surface foliaire qui peut faire la photosynthèse. La plante va puiser dans ses réserves, mais va très vite ramorcer la pompe à sucre, qui est la photosynthèse, et elle va relancer sa croissance super rapidement. Tu vois ? Du coup, ça c'est super important. Si je fais brouter ici, en fait, là, la photosynthèse est très faible. Il y a très peu de photosynthèse qui peut être en route. Donc toute la croissance va repartir sur les racines. Donc j'épuise la plante et en plus je diminue la vitesse de croissance de la plante, ce qui fait que j'allonge le temps entre le moment où je sors les bêtes et je les remets. Donc je peux augmenter en broutant 2 cm de plus. Tu vois, en broutant 2 cm de plus, je peux augmenter de 50 à 60% le temps de retour de la bête sur le champ. Donc de 21 jours, je peux passer à, je sais pas moi, 30, 40, 50, 60 jours. Le temps de retour de la bête sur le sol. Donc je perds en productivité de la prairie. D'accord. Et la quantité que j'ai gagnée en substance que la plante a ingérée, là, par le fait qu'elle ait mangé 2 cm de plus, ramenée au poids à l'hectare, tu vois, c'est énorme. Va rien correspondre, tu vois, c'est-à-dire la quantité qu'elle va manger, elle va manger ça, si tu ramènes tous ces petits morceaux les uns à côté des autres dans la prairie, ça va te faire une masse, je sais pas trop la masse, mais comparé au fait qu'elle va revenir entre 50, 60, 70% de temps après, fait qu'en fait tu perds en rendement. Donc tu crois avoir gagné un peu de matière, en fait on a perdu vachement parce que tu as perdu sur la pousse. Tu vois un peu le truc. Et en plus tu as épuisé ta plante et tu peux favoriser le retour des plantes indésirables. Des plantes à coller, tu vois, des plantes à rhizome, des plantes que nous on ne veut pas en fait. Pour les bêtes, et que moi en tant que jardinier je ne veux pas pour mes cultures légumières. Moi ce que je veux c'est un tissu racinaire. C'est ce que j'essaie de produire là actuellement, c'est un tissu racinaire. Donc pour conclure sur la plante, il va falloir la faire revenir les animaux. Et là, dans ce sens-là, il va falloir respecter la digestibilité. Donc quand la plante commence à lancer sa hampe florale pour aller vers la fleur, elle arrête de produire des racines. Donc pour moi, ça ne m'intéresse pas, parce que je veux produire des racines. Elle produit de la fleur. Et en plus, elle produit des matières plus ligneuses. Tu vois, des matières plus ligneuses. Et ces matières plus ligneuses sont moins digestibles pour les bêtes. Elles vont demander plus d'énergie pour moins de retour en productivité. Donc je perds en rendement de production de bêtes en laissant plus longtemps la plante pousser. Donc il faut la faire revenir au moment où la digestibilité est à son optimum. Et son optimum, c'est quand la graminée sort sa 4e feuille, quoi. Donc elle sort des feuilles comme ça, c'est aux alentours de la 4e. Tu vois là, elle en est à 1, 2, 3, il faut qu'elle en sorte encore une. Tu vois ? Et quand elle va commencer à en sortir une autre, la première va mourir. Et du coup, tu produis plus de rendement en fait. Tu produis pas de matière en plus, et en plus tu commences à produire un matériel qui est moins digeste pour l'animal.
donc moins productif pour l'animal. Et en plus, tu commences à rentrer dans un processus où tu produis de la matière carbonée au détriment de la production de racines. Et ça, pour moi, c'est super important puisque mon outil d'aggradation des sols, contrairement à ce que j'avais mis en place précédemment avec des intrants de matière organique importants, pour essayer de produire des humus, donc j'étais sur cette notion d'apporter de la matière organique pour favoriser la production d'humus, et en travaillant, en écoutant un peu tout ce qui se dit à droite à gauche, je me suis rendu compte que en fait, la production d'humus ne se fait pas par la litière, mais elle se fait par les exudats racinaires des plantes. C'est-à-dire que les plantes excrètent énormément, entre 20 à 40% de leur biomasse produite va être excrétée par les racines pour pouvoir nourrir la rhizosphère, ce qu'on appelle les exudats racinaires. Et ces exudats racinaires, en fait, sont des formes moléculaires très proches de colloïdes. C'est déjà des colloïdes qui sont excrétés dans le sol. Et du coup, on a déjà des formes qui sont assez proches de ce que vont être les humus. Et du coup, la production d'humus dans les sols se fait par le tissu racinaire et pas par la feuille qui tombe ou la litière qui tombe. Ça, c'est valable pour la forêt. D'accord. Pour la forêt, effectivement, la litière, quand elle va tomber, elle va produire des humus qui vont rester qu'en surface, avec une partie compactée et des grosses racines qui descendent en profondeur. Les arbres, si on va en forêt et qu'on fait un profil de sol, en fait, on va avoir une zone organique, la litière, en dessous une zone organo-minérale, très grumeleuse, très structurée, riche en nécrophages, donc cloporte et toute la clique, des vers de terre, et en dessous de cet horizon, qui sera plus ou moins profond suivant la nature des sols, on va avoir une zone plutôt minérale, avec beaucoup moins d'organique à l'intérieur, assez massive, avec une coupure franche, et dessous, à l'intérieur de ça, on va avoir des grosses racines qui partent, les racines des arbres puissamment, avec un tissu fin qui va être que dans la zone organo-minérale. On va avoir très peu. Il va y avoir l'ancrage qui permet à la plante de se tenir en l'air, l'arbre, parce qu'il est très haut, et on va avoir l'ancrage et en même temps le prélèvement d'eau et la capacité à être résilient face à la sécheresse et tout le reste pour pouvoir nourrir l'arbre. Mais le tissu aggradant du sol va être comme la partie organo-minérale pour se nourrir de la litière qu'il y a dessous. Mais toute l'activité biologique de la forêt, elle va se situer au niveau de la canopée en fait. Et du coup, dans la forêt, il faut s'imaginer qu'en fait, la partie litière qu'on a là, ici, la partie sol qu'on a ici, elle est élevée à la canopée en fait. C'est pour ça qu'ils étudient maintenant la canopée et qu'ils se rendent compte qu'il y a énormément d'insectes qui vivent là-dedans. Du coup, c'est un espace très astral, quoi. C'est un espace dans lequel il y a beaucoup d'activités animales en fait, à cet endroit-là. Chose que dans la prairie, on va retrouver au niveau du sol plus.